Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Je suis trop contente et un peu flippée, hein, je vais pas vous cacher les choses. C'est la première foire aux questions de la chaîne, la première FAQ. Je trouve ça super chouette, je vous remercie, j'ai vraiment eu des très belles questions, on en a 9. Et oui, pourquoi un peu flippée? Parce que je suis pas sûre que ça vous intéressera forcément. Après, le partage d'expérience, je pense que ça peut toujours enrichir, même quand on n'est pas d'accord avec la personne. Et ça peut faire écho ou non écho avec votre propre expérience et vous en apprendre plus sur vous au final. Ou vous donner des pistes aussi, pourquoi pas. Alors, première question que j'ai eue, comment faire quand une carte ne nous parle pas du tout, qu'on n'arrive pas à la comprendre en général, mais aussi dans un tirage? Alors, il y a deux choses là dans cette question. Quand on n'arrive pas à comprendre en général une carte, peut-être qu'il faut justement aller l'explorer, aller regarder dans des livrets, aller essayer de se connecter aussi avec cette énergie. Il y en a certains qui vous diront, par exemple, de la mettre sous votre matelas. Alors, pas sous votre oreiller, vous risquez de la plier, mais sous votre matelas pour voir s'il y a des rêves que vous faites et tout ça. Peut-être aussi faire un tirage où vous posez la question à la carte en disant... qu'est-ce que tu as en commun avec moi? Qu'est-ce que tu me fais travailler ou comprendre dans ma vie en ce moment? À quoi tu te réfères dans ma propre expérience de vie? Et puis des fois aussi aller voir plein d'illustrations différentes de cette même carte. Bon, c'est plus facile quand c'est un tarot, par exemple, hein, parce qu'il y a beaucoup de versions de tarot différentes. Il y en a peut-être une ou deux qui vous parleront et qui vous proposeront une porte d'entrée dans cette carte pour commencer à tisser un lien avec, à la comprendre et tout ça. N'essayez pas de comprendre une carte dans sa totalité. Je pense qu'il vaut mieux expérimenter et s'approprier cette expérience, cette relation avec la carte, plutôt que d'essayer de comprendre en totalité, mais juste avec sa tête, une carte. Alors, quand on ne comprend pas une carte dans un tirage, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien les tirages que je sens être importants, les mettre sur un présentoir et repasser devant pendant un moment jusqu'à temps que j'ai le sentiment que j'ai vraiment compris ce dont le tirage me parlait, ou alors expérimenter dans ma vie ce dont le tirage me parlait, et que ça y est, c'est passé, et donc je peux ranger ces cartes et passer à autre chose. Parfois, on essaye de rajouter des cartes sur des cartes, et on se perd. Mais ça peut être quand même intéressant des fois de rajouter une carte dessus en disant, c'est quoi ton message principal en fait? Simplifie le message. Voilà, simplifie-moi le message et essaye de m'expliquer les choses. Ou alors carrément, vous extrayez cette carte de votre tirage et vous faites un tirage à partir d'elle. Vous allez lui demander ce qu'elle représente, les forces, les côtés positifs, les côtés négatifs de cette carte. Vous allez essayer de décortiquer un peu avec elle. Vous savez, un peu comme qu'on appelle ça, un portrait chinois. Un portrait chinois, on va dire, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Si tu étais une émotion, si tu étais une couleur. On peut s'amuser à faire ça avec une carte qu'on ne comprend pas dans son tirage. Mais je pense que des fois, vraiment, il faut laisser infuser, tout simplement. Et au bout d'un moment, la lumière s'allume. Ça oblige aussi à être dans un temps long avec la carto, ce qui est peut-être pas un mal dans notre époque et notre façon de faire de la cartomancie moderne qui est très dans l'instantané. La sagesse a besoin d'infuser. Un message, des fois, est relativement complexe et fonctionne pas forcément dans notre façon de voir les choses a priori. Et on a besoin d'attendre que notre cerveau fasse un petit pas de côté. À un moment donné, il y a un switch qui se passe parce que vous avez regardé un reportage, que vous avez écouté quelqu'un. Et boum, ça se débloque. Il y a une prise de conscience ou une compréhension d'un coup. Et après, des fois, il y a des cartes qui nous poursuivent dans des tirages qu'on ne comprend pas. Moi, je vous dirais, laissez courir. À un moment donné, vous allez comprendre. Mais c'est peut-être la carte à travailler en ce moment dans votre vie. Peut-être simplement déjà au niveau énergétique,
sans essayer de comprendre vraiment ce qu'elle essaye de vous dire ou ce qu'elle pointe dans votre vie en particulier, mais peut-être en l'acceptant comme compagne pendant plusieurs mois, sans aller forcément essayer de trouver l'explication avec son cerveau, mais déjà de le vivre au niveau ressenti, au niveau énergie et tout ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta première question. Alors, question numéro 2. On est un peu dans la même énergie. Comment faire pour ne pas biaiser son tirage en allant vers ce qui nous arrange? Moi, je pose toujours les questions aussi négatives. C'est-à-dire que si je pose la question de savoir comment cette situation va évoluer, je vais demander comment elle pourrait évoluer en pas top, comment elle pourrait évoluer en très positif, et puis demander ce que je dois faire pour aller vers le positif. C'est-à-dire, je pense qu'on biaise les tirages quand on essaye d'avoir une réponse et qu'elle nous tient énormément à cœur. Alors moi, comme tout le monde, hein, j'ai été célibataire et j'ai fait des tirages en boucle sur quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, hein, et est-ce que ce mec-là sur lequel j'ai un crush, c'est le bon. Et puis quand ça me répondait des trucs mi-figue, mi-raisin, un peu tiède, je refaisais des tirages parce que je voulais pas avoir cette réponse-là. Je pense que c'est ok et c'est vraiment pas un problème. Maintenant, faut peut-être en être conscient. Faut pas être dupe. Faut se regarder faire et se dire, ouais, bon, en ce moment, c'est une béquille émotionnelle. Et dans ces questions-là, dans cette problématique-là, c'est pas un problème. Ça me fait plaisir de me tirer des cartes, ça me fait plaisir de me faire rêver, j'ai besoin d'espérer. On oppose souvent le fait d'espérer avec le fait d'avoir la vérité, un peu comme si se mentir, c'était... Enfin, on allait se mentir. Moi, je pense que des fois, espérer, l'espoir, c'est vital. Donc, en être conscient, ne pas en être dupe, et s'autoriser à le faire, peut-être. Et puis, dans un tirage où on est en mesure quand même de pouvoir accepter ce que le tirage pourrait bien nous dire qui ne va pas dans notre sens, peut-être en préparant son tirage, en ajoutant des emplacements dans votre questionnement de choses qui vont pas forcément vous arranger. C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que je vais avoir ce boulot ou pas? Plutôt que ça devienne est-ce que je vais avoir ce boulot ou pas, vous demandez qu'est-ce qui va dans mon sens pour que j'ai ce boulot? Qu'est-ce qui va pas dans mon sens? Est-ce que je peux y faire quelque chose ou pas? Si oui, qu'est-ce que je peux y faire? Et puis, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts pour ce poste-là? Et puis aussi, à quoi ça se jouera? Parce que ça se trouve, c'est pas vous. Ça se trouve, c'est du piston. Ça se trouve, c'est du copinage entre le patron et un pote dont il va recruter la fille. Essayez de prévoir les probabilités. Je pense que la cartomancie, il y a un volet qui est vraiment de l'ordre de l'intuition, mais qui est quelque chose qui se développe avec le temps et avec un rapport de confiance à soi-même, parce que on se sent assez en sécurité dans sa propre identité et sa propre vérité pour accepter d'être déstabilisé par d'autres façons de voir les choses ou d'autres façons ou des vérités qui ne nous arrangent pas. Mais en premier lieu, quand on commence, et puis quand on va faire des choses qui nous touchent personnellement, certainement que se tirer les cartes, c'est plus un exercice de probabilité comme en mathématiques, c'est-à-dire que pour une question, on va décomposer en posant une carte ou deux cartes pour différents axes de la question et des probabilités qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout prévoir avec la carto, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire qu'on peut être proactif, voilà. Je pense que le piège de la cartomancie, et ce qui fait que des fois on se fait des tirages qui sont biaisés, qui vont vers ce qui nous arrange, c'est parce que
On prend la cartomancie pour un exercice de boules. Vous savez, les boules magiques, là où il y a un 8 dessus, c'est tout noir. Et quand on la secoue, il y a un petit message différent qui apparaît. On prend la cartomancie pour ça, souvent. Pour moi, c'est un outil pour être proactive, pour agir dans le bon sens vers ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et puis aussi, des fois, pour débriefer, comprendre, tirer des leçons. Et pour m'explorer aussi intérieurement. Ok. Et après, il y a le volet où vraiment c'est de l'intuition, c'est de la canalisation. Et là, à ce moment-là, la carto est un support à canalisation. C'est tout à fait autre chose. Je pense qu'on a tous des biais, on a tous des limites, mais se mettre à se tirer les cartes, c'est se prendre en charge, en fait. C'est commencer à avoir une relation de responsabilisation et de responsabilité vis-à-vis de la vie. Après, en consultation, moi, ça m'est arrivé que des gens à qui je tirais des cartes qui disaient violet, ces gens, ils voulaient voir du jaune et ils me disaient « Ah oui, oui, le violet que vous me dites, ah bah, c'est tout à fait ça, c'est du jaune. » C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit bah non, en fait, cette personne, ça va rien donner, tu vas pas forcément avoir une histoire d'amour avec et tout. Elle est tellement dans la volonté que vous lui disiez, que vous le confirmiez son envie, que ça va fonctionner avec cette personne, que quoi que vous lui disiez, de toute façon, elle le courbera, elle le ramènera dans sa vision des choses. Et comment dire ? Peut-être que cette personne, c'est sa seule façon de tenir à ce moment-là. Peut-être que elle n'est pas en mesure d'accepter une autre réponse. Mais vraiment, hein, vous savez, moi j'ai une personne à qui une fois j'ai dit quelque chose. Elle n'était pas en mesure de l'entendre et elle est tombée par terre. Elle m'a fait une micro-amnésie et elle est remontée sur sa chaise 3 secondes après et c'était assez effrayant. C'était pas dans le cadre de la cartomancie, hein, c'était une amie à qui j'ai cru que c'était intelligent de lui dire quelque chose et qu'elle n'était pas en mesure d'entendre. Ben oui, des fois notre cerveau, voilà, trouve des façons de ne pas accepter la réalité parce qu'on n'est pas en mesure de l'accepter. Donc, le premier boulot de quelqu'un qui se tire les cartes, ben, c'est déjà de bien se regarder en face et de se mettre en sécurité avec soi-même, de se dire ok, même si ça te dit quelque chose qui va pas dans ton sens, c'est pas grave, je serai toujours là pour toi, on trouvera une autre solution, on trouvera une autre personne, on rencontrera quelqu'un d'autre et c'est pas grave. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question, c'était un peu long, mais bon voilà. Question 3, comment vont les poules? Alors les poules, elles vont bien, on leur a fait un nouveau poulailler, avec une belle volière tout autour. En ce moment, il y a 6 poussins, dont un tout noir, maquillé de blanc, avec le dessous du cou blanc. Il est trop mignon. Il est trop mignon, il est tout rond en plus. On dirait une petite patate poilue avec des petites pattes. C'est trop chou. Ben, elles vont bien. Elles vont bien. Je vois des comportements chez elles que je voyais pas trop avant. Et je pense que le nouveau poulailler leur fait énormément de bien. Je les vois jouer. Je les vois faire des trucs qui sont totalement inutiles, mais qui sont du kiff. Et c'est trop chouette de voir des animaux aussi heureux et aussi épanouis. Alors, question 4. Celle-là, elle est jumelée avec une autre. Alors, la question, c'était qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne? Et l'autre question, c'était où as-tu trouvé le chemin de la cabane des cartes? Alors, où j'ai trouvé le chemin de la cabane des cartes, mais en fait, je tire les cartes depuis longtemps, aux copains, aux copines, depuis que je suis ado, et en fait, je suis revenue aux cartes après une exploration de l'anthropologie et tout ça, une période de 8 ans à peu près où j'étais persuadée que la science ne pouvait pas aller avec la spiritualité. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, parce que forcément, quand on va étudier des sortes de chamans en Asie du Sud-Est, en l'occurrence au Cambodge, ben on se rend compte que
La limite est très, très poreuse et très fine entre les connaissances humaines qu'on peut mettre dans le sac de la science et une forme de spiritualité, de travail sur la vibration et tout ça, notamment avec la question, par exemple, de comment les humains sont venus à savoir que telle plante soignait tel truc. Enfin, voilà, c'est passionnant. Et donc, je suis revenue à la cartomancie, que je faisais beaucoup, on va dire, de 15 à 25 ans. J'y suis revenue et je me suis dit, mais bon, pourquoi toi tu proposerais pas tes services? Pourquoi des fois tu accepterais pas d'être payé pour ce que tu fais? Surtout que, je vous expliquerai ça dans une autre question, mais le rapport financier n'est pas juste un paiement. Il y a autre chose qui se joue là-dedans qui est hyper important pour moi. Et qu'est-ce qui a motivé à créer ma chaîne YouTube? Je suis profondément persuadée qu'on est tous et toutes capables d'être heureux. Seulement des fois, il nous manque les outils. Il nous manque les outils pour comprendre, il nous manque les outils pour dépasser des choses qui sont un peu comme des monstres sous le lit, c'est-à-dire qui nous terrorisent, et puis finalement, si on braque la bonne lampe torche dessus, on se rend compte que c'est pas grand-chose, qu'on peut le dépasser. Mais tant qu'on n'a pas trouvé une lampe torche, que ça soit un thérapeute ou que ça soit un outil de compréhension qu'on veut utiliser soi-même, ben on est paralysé. On est paralysé et on est persuadé que on n'y arrivera jamais, qu'on ne pourra pas mettre les choses en place et tout ça. Je trouve une force dans la spiritualité, dans la cartomancie et tout ça, que je mets un peu en opposition avec les religions traditionnelles. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait de l'anthropologie des religions au passage, hein, entre autres. Et aussi de la naissance et de la mort. Mais bon, les religions, en tout cas celles du bassin méditerranéen, sont très basées sur s'en remettre à une puissance divine qui nous donne des bons points, des mauvais points, et des fois qui nous punit de manière assez injuste, et puis on n'a pas de bol, et puis voilà, c'est comme ça. On est voué à avoir toute sa vie, une vie déplaisante, parce que voilà, on est victime d'une force agissante extérieure. La spiritualité, dedans on peut mettre beaucoup de traditions aussi, hein. C'est pas tradition contre New Age, hein. On peut y mettre le bouddhisme, on peut y mettre beaucoup de choses. Le Ho'oponopono, le zen, ouais, voilà, il y a pas mal de traditions en fait qui sont proactives, où on estime que, comme dans la cartomancie médiévale, en tout cas comme dans la philosophie médiévale, on est créateur et générateur de son propre monde. Alors tout de suite, quand on dit ça à un moderne, à quelqu'un de notre époque, il y a une réaction de « oui mais non, je suis pas responsable de telle et telle chose qui me sont arrivées, qui sont horribles, tu peux pas dire ça et tout ». C'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que il y a des épreuves qui nous arrivent, dont on peut choisir d'en créer une force, de le transformer en terreau, ou dont on peut, par manque de ressources, on va dire, qu'on peut laisser toute sa vie en fumier, dans lequel on a les pieds enfoncés. La cartomancie, entre autres, est un des outils qui permet justement de devenir proactif et de se construire sa propre vie, ce qu'on a envie de vivre dans sa propre vie. Mais c'est pas un chemin facile, parce que faut se regarder en face, faut faire front avec des choses pas faciles, des choses qu'on n'a pas envie de lâcher, des croyances qui nous confortent dans un état
des fois un peu victimaire et qui fait qu'on n'a pas à se bouger les fesses. Et puis c'est aussi un chemin où on se rend compte qu'on n'a pas forcément à le faire en violence avec soi-même, qu'on peut le faire avec beaucoup de bienveillance, mais que la bienveillance, ça n'est pas forcément se mettre en rond sous une couette en mangeant des chips. Ça peut être aussi quelque chose qui est dans l'action, dans le fait de se regarder en face, mais on peut le faire avec énormément de douceur. Et donc, la vibration première de la chaîne, c'était cette envie de proposer des petits tirages, des petites notions, des messages qui vont peut-être résonner juste pour certains d'entre vous, justement pour vous aider à aller vers une vie qui est plus heureuse et plus épanouie. Mais ça demande de s'explorer soi-même, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses envies, ses besoins, d'apprendre à débunker, à défaire et à se débarrasser de tout un tas de fatras qu'on se traîne et qui nous aident pas, qui font partie de l'éducation, qui font partie de croyances, qui font partie de tout ça. Et puis, ça demande aussi de se regarder en face. Donc, je pense que des fois, mes tirages, même si j'essaye de faire la version la plus soft possible sur la chaîne, sont peut-être un peu confrontants parce que ils brossent pas dans le sens du poil et ils disent pas ce que vous avez forcément envie d'entendre, mais moi la demande que je fais à chaque fois que je vais faire un tirage à mes guides et tout ça, c'est si ça peut au moins aider une personne. Voilà. J'ai pas ma demande, c'est pas que ça parle au plus grand nombre. Alors bien sûr que j'ai envie que l'égrégore de la chaîne grandisse et tout ça, et qu'on soit une jolie communauté, parce que je pense qu'on a besoin de ces forces-là positives dans le monde. Mais ma demande première à la création de la chaîne, et chaque fois que je fais un tirage, c'est que ça aide réellement au moins une personne. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, question 5. Comment as-tu appris les épices et plantes et comment fais-tu pour les utiliser avec les cartes et les tirages? Alors, déjà, la base, les plantes, celles qu'on a dans le jardin, dans les forêts et tout, ça c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle qui, déjà en premier lieu, m'a appris toutes les plantes et les épices avec lesquelles on peut tuer quelqu'un. C'est un peu tordu, mais... finalement, vu que il y en a beaucoup moins qui peuvent faire beaucoup de mal, voire tuer, que de plantes qui sont inoffensives ou positives, c'est peut-être le plus simple à retenir. Bon, c'est sûr que c'est chelou de faire ça avec une petite fille de 9, 10, 11 ans. Mais surtout, elle m'a mis dans l'œil la reconnaissance des formes, des couleurs. Donc ça, je la remercierai jamais assez parce que quand je me balade dans la nature, je regarde toujours ce qu'il y a comme plantes et tout machin, et je les reconnais relativement facilement. Et je me suis rendu compte en essayant de transmettre ce savoir à des proches que c'est pas une évidence. Les épices, ça vient du fait que j'ai grandi... un peu en Afrique, un peu en Guyane, un peu en Asie. J'ai pas fait le continent australien. Ah oui, oui, non, oui, l'Amérique, j'ai fait l'Amérique du Sud, la Guyane. Et puis j'ai un peu traîné aussi en Tunisie du Nord. Où est-ce que j'ai traîné mes guêtres? En Corse. Et donc, toutes ces cultures-là, on a l'amour de la cuisine dans ma famille. On est vraiment des gourmands, mais on aime cuisiner. On est un peu des créatifs. Il y a un côté de la famille, d'ailleurs, où il y a pâtissier, chocolatier, meilleur chocolatier de France à l'époque. Plus les grands-mères, ouais, qui étaient vachement dans les plantes médicinales, machin, tout ça. Donc tout ça a donné un terreau d'utilisation déjà personnelle de tout ça, pour se soigner, pour cuisiner. Moi, je cuisine
pas mal différentes cuisines du monde, mais je suis pas des recettes. C'est-à-dire, c'est des souvenirs de goût et une compréhension des ligues d'épices ou de plantes aromatiques qui vont ensemble dans une culture donnée. Par exemple, dans la culture maghrébine, on va mettre de la cannelle dans du salé, alors que c'est un truc à part au Proche-Orient, on fait pas trop. Peut-être en Chine du Nord aussi. Proche Turkestan, Mongolie, tout ça. Bref, je suis en train de me perdre. Et donc, du coup, bah, j'ai lu des bouquins, je me suis formée, j'ai toujours des petits carnets autour de moi où si je vois une vidéo qui explique un truc que je sais pas, je vais le noter, comme la dernière fois, une vidéo qui expliquait que en Amérique du Nord, ils utilisent le bouillon blanc en macérat huileux pour soigner les otites. Voilà, j'apprends tout le temps des trucs. Et donc après, quand je les utilise dans les cartes, alors il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent, déjà où il y a vraiment pas mal de plantes et d'épices et tout, c'est un peu compliqué. À part mon petit jeu de cartes avec les épices, là, que j'utilise de temps en temps. En fait, j'utilise la... Alors, il y a certains qui disent que c'est la médecine, mais c'est de la magie aussi sympathique. Ce qu'on appelle la médecine ou la magie sympathique, c'est d'utiliser l'identique pour l'identique. Alors des fois, c'est l'identique de forme. Par exemple, les noix, vu que ça ressemble à un cerveau, pendant longtemps, on a dit que ça soignait le cerveau. Alors pour faire un sort, pour mieux mémoriser des choses, bah, peut-être que je vais utiliser des noix, mais si je tire une carte de noix dans un tirage, bah, par exemple, ça peut parler du cerveau, mais ça peut parler aussi d'entités qui sont de parasitage, voilà, de parasitage, que ce soit par des entités ou par des pensées ou tout ça, parce que on a vite des vers en mangeant des noix. Ça peut être aussi par rapport à ses propriétés dans l'huile, les propriétés aussi de travail sur la flore microbienne du ventre, sur le microbiote avec les feuilles du noyer. Donc voilà, c'est un mélange d'intuition, de choses que j'entends dans ma petite radio interne quand je suis en train de tirer les cartes, de connaissances sur les plantes et tout ça. Et puis énormément d'intuition, où on accepte de se laisser guider par ce qui nous saute aux yeux, ce qui nous saute dans la cervelle à ce moment-là. Même s'il y a quand même des plantes ou des épices où vraiment il y a des propriétés qui ressortent énormément. Je veux dire, le piment, bon ben voilà, le piment, pimenter sa vie, c'est piquant, ça peut être trop piquant et faire pleurer, machin, tout ça. La Tanésie, c'est un vermifuge, c'est un antipuce, c'est un antitique, enfin, donc forcément, on va parler de déparasitage et toutes ces choses-là. Voilà, je sais pas si j'ai bien réussi à répondre à ta question. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Si vous avez envie un jour que je développe un peu plus, bah dites-le moi dans les commentaires. Allez, question 6. Allez, question 6. Comment sortir de son expérience personnelle dans ses tirages ou de celle de ses ancêtres? Comment sortir de ses propres références et schémas? Je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ose demander, on ne sait jamais. Bah oui, carrément, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des réponses ignares. Alors, comment sortir de son expérience personnelle dans ses tirages ou de ses ancêtres? Bah, je te dirais tout simplement déjà en te nourrissant de la vie réelle ou fictive d'autres personnes. Alors comme ça fait un peu vampire, mais les livres, les bouquins, les documentaires, être curieux, curieuse à l'expérience de l'autre. Déjà, c'est un premier réservoir, un peu comme un réservoir pour les créatifs. Les créatifs ont besoin de se nourrir de différentes influences pour ne pas tourner en rond dans leurs propres références créatives.
Ben, c'est un peu la même chose en fait vis-à-vis des schémas, des destins de vie, des raisons pour lesquelles on va faire telle ou telle chose et compagnie. Et donc déjà ça, c'est pour comment sortir ses propres références et schémas, un petit peu. Après, si tu tournes en rond dans des mêmes thématiques ou dans des mêmes questionnements, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à y comprendre. Il y a peut-être quelque chose à débloquer, à soigner aussi des fois. Mais pour vraiment un peu sortir de ces chaussures, je te dirais que je sais pas à quel niveau, chacun d'entre vous se situe par rapport à ça. Mais déjà, il faut être bien ancré en soi-même. Voilà. Soyez bien ancré en vous-même. Parce que quand on commence à vouloir un peu sortir de ses propres chaussures et se mettre dans celles des autres, c'est une forme de transe, c'est une forme de canalisation et il faut être sûr que le lien à soi-même est solide pour revenir en soi et pour pas se perdre en chemin, pour pas avoir des pollutions de son identité, on va dire, qui sont compliquées à nettoyer. Alors il y en a certains qui vous diront c'est peut-être énergétique, oui, mais ça peut être aussi un petit flou identitaire que certains se prennent dans la tête ils sont pas bien ancrés dans leurs propres chaussures. Donc, comment sortir de son expérience personnelle dans ces tirages ou celle de ses ancêtres? Je pense que ta question rejoint un petit peu celle de ne pas... Comment faire pour pas biaiser son tirage? Moi, je te dirais, quand tu restes dans tes propres schémas ou celles de tes ancêtres, c'est peut-être que t'es pas en train de biaiser ton tirage, t'es pas en train de ne pas accepter des angles possibles, mais c'est simplement que il y a quelque chose à y finir, il y a quelque chose à y travailler. C'est peut-être une étape à ne pas brûler trop vite. Voilà. Méfiance parce que à vouloir courir avant de savoir marcher, ben ça peut être dangereux des fois. Je veux pas vous faire peur, mais je pense que il faut déjà construire un rapport très très solide à soi et à son identité et savoir où on situe son identité. Si on est dans un travail alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le mot travail, mais pour moi c'est une démarche en fait. C'est une démarche interne où on essaye de comprendre des choses dans sa vie, on essaye de se débloquer certaines choses et compagnie. Déjà, premièrement, il faut sentir et reconnaître quand on atteint ses limites et que on a besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit un thérapeute, que ce soit un psy, soit voilà. Et deuxièmement, il faut savoir dans quoi vous placez votre identité. Est-ce que vous la placez dans vos expériences, dans votre vécu? Est-ce que vous la placez dans une forme d'impermanence et de changement constant? Voilà. Soyez à l'aise avec ça et rendez-vous compte que nos esprits sont un peu comme de l'eau. C'est-à-dire, tant qu'ils sont sous forme de glaçons, qui sont très figés sur certaines choses, ils peuvent être brisés. Quand on acquiert une forme de fluidité par rapport à tout ça, on peut mettre un coup d'épée dans l'eau, elle sera pas coupée en deux. Bon, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. C'est une réponse très tai chi chuanesque ou qigong, mais voilà. Donc, essayez de voir les choses sur lesquelles vous êtes encore glaçons et travaillez à faire fondre ce glaçon, à le rendre plus souple, plus malléable, plutôt que d'essayer d'y mettre des coups de marteau dessus. Vous ne ferez pas du bien en faisant ça. 7. Alors, question 7. Comment gères-tu ton énergie pour les tirages généraux et les tirages privés? Sens-tu une différence sur ton énergie entre les deux?
Alors, pour moi, dans mon énergie, dans mon processus, ma façon de faire, je dis pas que j'ai la vérité absolue, hein, je vous partage comment ça marche pour moi. Ce sont deux processus totalement différents. Un tirage privé, justement, on en revient au paiement. Le paiement, c'est pas qu'un paiement, pour moi, c'est une autorisation de la personne à ce que je me connecte à son égrégore, à ses ancêtres, à ses guides, à tout ce qui gravite autour d'elle et tout ce qu'elle est. Ça veut dire que ça va être une connexion avec tout ça, une lecture au travers de tout ça, une lecture de son énergie, de ses vibrations, des forces qui sont agissantes en elle. C'est souvent de la canalisation de ses ancêtres ou de ses guides aussi. Et puis c'est une autorisation, le paiement aussi, de me mettre dans ses chaussures et de ressentir et de comprendre les choses un peu à sa manière dans mes tirages pour lui proposer des solutions ou des réponses qui correspondraient vraiment à son besoin et à qui elle est. Donc c'est une forme de médiumnité avec support de cartes, on va dire, plus ou moins. Pour la chaîne, pour les tirages généraux, ce sont des égrégores qui viennent à moi, mais qui sont des égrégores généraux. Mais cependant, au début, quand j'ai créé la chaîne, à chaque fois qu'il y avait un boost de, je sais pas, 100, 150 abonnés, je me retrouvais ultra fatiguée et je comprenais pas. Et puis à un moment donné, justement, en faisant des tirages, en essayant de comprendre et tout, j'ai compris que l'égrégore de la chaîne, au départ, je l'avais conçu autour de moi. Et que donc, tout changement énergétique assez puissant, parce que 100 personnes en plus, c'est pas rien. Alors imaginez si on se prend 1000 ou 2000 personnes d'un coup, je me suis dit, oui, il va falloir changer ça parce que ça va pas être possible de se prendre des trous d'air ou des boosters d'énergie comme ça à chaque fois. Donc, j'ai modifié tout ça au niveau énergétique, au niveau de mon approche de la chose aussi. J'ai créé un égrégore de la chaîne qui est relié à moi mais autonome, on va dire. C'est du travail énergétique, c'est la mise en place d'objets qui représentent, d'un objet totem qui représente la chaîne et avec lequel je vais interagir énergétiquement et tout ça. Ce qui veut dire que quand je fais des tirages généraux pour la chaîne, je me connecte à l'égrégore de la chaîne et donc principalement aux égrégores présents dans les gens qui y sont abonnés, regardent régulièrement et donc font partie de cette chaîne énergétique. Ça n'est pas du tout la même chose que les tirages privés. C'est-à-dire que quand je vais faire un tirage, par exemple, à 3 choix, j'ai conscience que, et puis c'est peut-être un peu ma demande, que dans chacun des choix, il y a une nuance différente, une équipe un peu différente, faisant partie de l'égrégore de la chaîne. Des gens qui en font partie, ou des ancêtres des gens qui en font partie, qui viennent communiquer dedans. C'est pas la même dynamique. C'est tout aussi puissant mais très différent, c'est-à-dire je dirais l'égrégore de la chaîne, la connexion, l'énergie des tirages généraux, c'est une puissance horizontale, c'est-à-dire qu'il y a une grande force due au nombre de personnes en présence. Les tirages privés, c'est une puissance verticale, mais comme un oiseau qui monte très haut dans le ciel et qui fait un grand piqué dans l'océan pour aller pêcher des poissons. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer les choses, mais c'est pas le même processus, c'est pas la même énergie. Et heureusement que je me suis rendu compte de ce que je vous disais par rapport au coup de fatigue et compagnie. Au début de la chaîne, quand je me prenais juste
50 abonnés d'un coup, parce que je me dis, si un jour cette chaîne doit exploser comme les grosses chaînes sur du YouTube de la Carto, voilà, j'ai fait en sorte que je ne me prendrais pas un train dans la tête, normalement, au niveau énergétique. Allez, dernière question, mais qui risque d'être un peu longue. Comment tu es tombée dans le chaudron de la magie? Alors, déjà, c'est quoi la magie? La magie, pour moi, c'est l'énergie. C'est l'énergie, ça rejoint tellement de choses différentes. Ça rejoint la démarche écologique que j'ai, le travail avec les plantes, avec le fait d'essayer d'être le plus bénéfique au lieu où on habite et aussi à la planète, et donc aux personnes aussi. Ça rejoint l'idée d'hygiène énergétique que j'essaye d'avoir vis-à-vis des gens, de mes proches, en travaillant sur moi et en étant le moins polluante possible pour tout le monde. Ça rejoint une grande passion que j'avais ado, qui était la physique quantique, et notamment pas mal de gens qui travaillent sur la magie, qui sont des pointures, vous diront que il y a beaucoup de similitudes et quelque part ça se rejoint. Sur ce que produit notre rapport à un objet comme effet. C'est un peu complexe, mais voilà. Et alors, comment je suis tombée là-dedans? Ma mère et ma grand-mère, et moi aussi mon grand-père, mon arrière-grand-père, côté maternel, étaient dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, l'alchimie, voilà, tout ce travail-là. Et moi, j'ai eu besoin de quelque chose, de choses très tangibles, qui n'étaient pas que dans l'étude de livres. J'ai pas la patience pour faire cramer des machins, pour étudier des propriétés et compagnie comme en alchimie, même si la dimension vis-à-vis des plantes de l'alchimie, c'est-à-dire la spagyrie, me passionne. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui, depuis que je suis ado, j'expérimente des choses par moi-même, des ressentis, des expériences et tout. Et souvent, ce qui se passe, quasiment tout le temps, c'est que une fois que j'ai développé une petite tambouille dans mon coin, je vais tomber sur le bouquin ou le reportage qui me dit mais t'as rien à inventer, ma cocotte, en fait... ça s'appelle comme ça, et c'est telle tradition qu'il a développée et tout. Alors, oui, au début, l'ego prend un petit coup parce qu'on se dit, ah ouais, j'ai rien inventé. Ouais, bon, en même temps, on n'invente jamais rien. Mais, à chaque fois, ça m'a confirmé la justesse de ma démarche. Et ça l'a fait avec... le rapport au thé, que j'ai beaucoup développé dans ma vingtaine, et puis je suis tombée sur des bouquins de théisme, de travailler avec le thé de maître japonais. Je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je faisais, un travail avec les éléments et tout à travers ça. Ça a été une intuition par rapport au chant, parce que j'ai fait du chant baroque. Et puis on m'a mis dans les mains à un moment donné un bouquin d'une mystique, on va dire, russe du 19e ou 20e siècle, qui travaillait justement sur ces énergies-là et tout ça. Et du coup, je suis allée chercher d'autres bouquins qui parlaient de ça. Au final, je me suis rendu compte que tout concordait dans cet axe de tout est lié. Oui, il y a eu les Amérindiens aussi dont j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de choses et tout, mais ça vraiment quand j'avais 16-17 ans. Et le principe de Mitakuye Owasin, c'est-à-dire on est tous liés, on est tous frères, m'a énormément parlé, m'a aussi mis encore plus le pied dans une mystique de l'écologie, même si ma maman a été manger bio et compagnie déjà à la base. Bref, tout se rejoint, tout
se recroisent et forment cette réalité, cette vérité avec laquelle je vis et que j'expérimente et dont je vois les effets. Maintenant, la magie, oui, je la conçois et je la vis et je l'expérimente comme des gens comme Starhawk, par exemple, peuvent en parler, comme les maîtres de Tai Chi et de Qigong chinois que je côtoyais quand j'étais ado à cause de ma maman en parlait, ou même les gens, les Dakota les Dakota et les Blackfeet aussi, que j'ai un peu connu avec des Sweat Lodge quand j'étais ado aussi. Tout concorde dans cette vision-là de la magie, c'est-à-dire être conscient de son rapport aux objets, travailler sur son rapport à ces choses-là et savoir générer de l'énergie et savoir canaliser, diriger cette énergie, tout ça. Ça rejoint des visions du chamanisme qu'on peut lire chez Carlos Castaneda, même s'il est discutable, ou dont j'ai discuté aussi avec ces chamans, médecins de campagne, sorciers que sont les Achars au Cambodge, pendant mes études, quand je faisais du terrain. Par contre, la vision de la magie qui est très cérémonielle, qui est très... je vais prononcer des mots en latin dans mon coin, habillé en noir avec des bougies, machin. Pour moi, si c'est seulement ça, c'est creux. Maintenant, les gens qui font vraiment ça et qui font en sorte que ça fonctionne, ont conscience de tout ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire, ils le savent qu'on travaille sur les énergies, ils le font, qu'on travaille sur son rapport à l'objet et compagnie. Mais dans ma pratique de tous les jours, vous auriez plus l'impression que je suis une chamane, parce que ça va être le rapport entre ce qui me parle, ce qui vient de mes tripes, ce qui vient de mon cœur, et un besoin, une envie de débloquer quelque chose, de lancer une énergie dans mon avenir comme on lancerait une flèche. Donc ça va être, je sais pas, faire un truc avec des pétales de fleurs à un endroit, ou mettre des graines, ou faire un autel improvisé, ça va être faire une offrande de quelque chose quelque part. Des fois ça va être faire la cuisine, où j'ai l'impression que je suis téléguidée par une entité qui a besoin et qui a envie de manger à travers moi. C'est un rapport aux saisons, c'est une compréhension de ce qui, des forces agissantes, parce que on parle beaucoup de la lune, on parle beaucoup des planètes, mais on parle pas non plus de la rythmique de ce que vivent tous les êtres vivants, c'est-à-dire plantes, animaux, par rapport aux saisons, par rapport à la luminosité qui forcément a un impact sur nous, parce qu'à la base on est des animaux, hein, comme les autres. On a développé plein de trucs hors sol et des techniques et des habitats et des aménagements du territoire et tout, mais à la base on est des animaux aussi. Donc voilà, comment je suis tombée dans le chaudron de la magie, en faisant un pas de côté par rapport à ma propre famille qui était vachement dans une culture ésotérique. Après, ma grand-mère est partie plus vers à explorer le tarot, mais dans sa dimension alchimique, symbolique et mathématique. Ma maman, elle, est partie vers tout ce qui est tradition orientale, à tel point que elle est devenue bouddhiste, mais pas juste... hein, elle a pris refuge, elle a prononcé ses vœux et tout ça. Et moi, je suis partie vers les chamanismes. Déjà parce que les Amérindiens me parlaient d'une façon folle quand j'étais ado. Et puis, au fur et à mesure de mes études, de mes expérimentations, de choses appliquées dans ma vie. Et puis de la conscience aussi que j'ai une capacité à plonger dans des états pour comprendre ce qu'il y a en dessous et à en revenir indemne.
Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. C'est une amie un jour qui m'a dit, mais tu te rends pas compte que y a des gens, s'ils font ça, bah, ils deviennent fous. Et j'ai discuté après avec quelqu'un qui avait un peu une tradition chamanique, mais du Maghreb du Nord, qui m'a dit, mais ce que tu fais, c'est un peu ce que fait un chaman, c'est-à-dire tu es capable d'aller mettre la tête dans de l'eau visqueuse et noire et en ressortir indemne, et en ayant compris ce qui est en dessous, mais rends-toi compte que quand tu conseilles aux gens de faire ça, bah non. Il y a des gens pour qui vraiment c'est pas la bonne idée. Donc tout ça a donné une approche de la magie qui est très pragmatique, qui est très dans l'expérience, qui mélange autant les propriétés des plantes médicinales, thérapeutiques, la connaissance de comment vit tel animal, comment il fonctionne. Je sais pas, par exemple, les pies, c'est fascinant. Les mâles pies font plein de nids et Madame Pie ensuite va tous les visiter et choisir celui qui lui plaît. Et puis des fois mettre des petits coups de bec au mâle quand elle en trouve un qui vraiment elle le trouve pourri. Ben ça, on peut travailler avec en magie sur le fait de créer son foyer, de trouver le bon partenaire et tout ça. Et puis une curiosité, soyez curieux surtout, parce que je pense qu'au plus on comprend le monde, au plus on est en paix avec. Comprendre à quoi servent les araignées, comprendre à quoi servent les moustiques dans la nature et tout, moi ça m'a apporté un rapport, oui, encore plus fort de ce que les Amérindiens appellent Mitakuye Oasin, c'est-à-dire on est tous reliés. Les moustiques, ça nous pique, ça peut apporter des maladies et compagnie, mais leur utilité première dans la nature, c'est que leurs larves dans les rivières, dans les bols d'eau et compagnie, sont des décompositrices et des purificatrices des déchets présents dans l'eau, des déchets végétaux et tout ça. Peut-être que si on a beaucoup de moustiques des fois, c'est parce que les rivières sont un peu dégueux et qu'on laisse traîner des feuilles mortes un peu partout dans des soucoupes de pots de fleurs et compagnie, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc la magie pour moi c'est un peu tout ça. Je sais que c'est un peu décousu, que ça peut paraître un peu une réponse qui apporte plus de questions que de réponses, mais c'est quelque chose qui est tellement global, qui est tellement... c'est ce que j'appellerais moi la magie dans ma vie, c'est un peu l'interaction entre moi et quasiment tout dans ma vie, y compris avec mon amoureux par exemple, parce que quand vous êtes dans un rapport intime et que vous voyez des anciennes vies, vous avez l'impression que vous pouvez parler une langue étrangère et que votre peau n'est pas de la couleur, pas de la teinte exacte de celle que vous avez actuellement dans cette incarnation, ça va très loin. C'est très fort, c'est très beau, mais c'est une totalité. C'est pas la magie dans ma vie, c'est pas quelque chose qui est dans mon placard que je sors de temps en temps pour faire un sort et que je remets dans un placard. Pas du tout. C'est j'ai fait le choix aussi en ayant étudié un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mircea Eliade. Alors lui aussi, hein, il est problématique. Hein, quand vous vous intéressez à qui il était vraiment, mais à l'époque je le savais pas. Quand il parle du sacré et du profane, il a écrit des livres là-dessus. C'est un historien des religions. Je pense que moi je suis revenue à une forme de spiritualité qu'ont les peuples premiers où je ne différencie pas le sacré et le profane. Voilà. Il y a du sacré dans le profane, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Et il y a du profane dans le sacré. Même en coupant les tomates pour faire mes litres et mes litres de sauce tomate cette année, je remercie les tomates, je suis dans un rapport sacré aussi aux aliments et c'est pas quelque chose
qui rajoute une couche pénible à la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui fluidifie le rapport au monde, qui le rend plus beau, plus complice, plus... Je vous souhaite à tous de vivre ça. Il y a des moments où on pleure de joie en regardant une feuille, une plume, un paysage, un visage d'être humain, parce que notre âme est en train de se nourrir, se gorger du beau qu'il y a à travers ça. Voilà. J'espère que cette première FAQ vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Dites-moi en commentaire si ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo, sur d'autres vidéos, si vous voulez d'autres FAQ, j'en referai avec grand plaisir. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!